Aujourd'hui, c'est Hervé Doyen, le bourgmestre CDH de Gette, qui monte à bord de notre tram et qu'on emmène en balade dans sa commune. Bonjour à tous, Hervé Doyen, bonjour. Bonjour. 13 ans déjà que vous êtes bourgmestre de Gette, c'est votre dernier mandat? Ce ne sera pas mon dernier mandat, mais ce sera probablement l'avant-dernier. Qu'est-ce qui vous plaît tant dans cette fonction en fait? C'est une grande fonction de proximité, et probablement que de toutes les fonctions politiques, de tous les mandats politiques auxquels on peut avoir accès en faisant de la politique dans un pays comme le nôtre, le mandat de bourgmestre est probablement le mandat où on embrasse le plus à la fois la proximité et la quintessence des choses, parce que ce qu'on fait, l'action que nous menons avec une équipe, avec une majorité, est une action qui se concrétise. Alors vous êtes aussi député bruxellois, vous vous représenterez en 2014? Ça reste un point d'interrogation à ce stade. Donc rien n'est fixé. Rien n'est fixé. Mais On verra ce que le parti me Mais demandera. 2018, vous serez tête de liste à Gette. Fort probablement. Pour la dernière fois à ce moment-là. Probablement pour la dernière fois. Vous avez déjà pensé à l'après-politique? L'après, oui, j'y pense. Voilà, je pense moins en termes de personnes qu'en termes de programme, de continuité, de ce qu'on veut faire de cette commune, de ses projets. Et donc, oui, cette interrogation-là, je la porte, mais je la porte avec une équipe, avec toute mon équipe. Et cette équipe a été fortement renouvelée en 2012, ce qui est une bonne Donc chose. vous n'aurez pas de problème de succession, c'est ça que vous nous dites? Certainement pas. Très bien, alors on est place du Miroir. À votre avis... Avec une brocante. Voilà, une brocante effectivement. Et donc on est dans un tram, et de tram on en parle beaucoup à Gette, de ce fameux tram neuf, entre autres. C'est la première question. Question principale, le tram neuf. Quand les travaux vont-ils démarrer? Qu'en est-il au niveau du parking souterrain? Au niveau du réaménagement de la place du Miroir? Ces questions, naturellement, nous inquiètent au niveau, bien sûr, de notre profession, de notre travail, au niveau de l'emploi, bien sûr, qui tourne autour de la place. C'est notre principale inquiétude. Alors est-ce que le tram neuf va tuer le commerce place du Miroir, Hervé Doyen? Je voulais dire à monsieur que son inquiétude, je la partage. Je la partage d'autant que nous n'avons pas ici, sur la commune, la maîtrise du dossier. Je rappelle que le tram neuf est un projet régional, c'est un projet porté par la région depuis très longtemps, c'est un projet porté par la STIB, que la commune de Gette a mis énormément de conditions à l'avancement de ce dossier. Ouais. Si vous aviez eu le choix, en fait, vous auriez dit on n'a pas besoin de ce tram-là à Gette? Je pense que ce tram, comme d'autres projets de tramification en région bruxelloise, s'impose. Tout le monde, ça n'échappe à personne que cette ville est occupée à crouler sur la voiture, que l'essor démographique n'arrange rien. Donc il y a une nécessité en région bruxelloise de redéployer davantage les transports publics et singulièrement le tram et le métro. Pour moi, c'est une évidence, à Gette comme ailleurs. Donc pour moi, ça s'imposait. Peut-être pas le tram neuf comme tel, mais un redéploiement des transports publics s'impose en région bruxelloise. Pour revenir à la question de monsieur... Alors quand les travaux vont-ils commencer? Je n'en sais rien. À ce stade-ci, nous sommes au stade du permis d'urbanisme. Le permis d'urbanisme a été demandé par la région et c'est la région qui délivre le permis d'urbanisme, je rappelle ça. Donc la commune de Gette a dû organiser l'enquête publique, ça s'est fait. L'avis du collège a été remis, l'avis du conseil a été remis, donc tout a été remis. À ce stade-ci, maintenant, la décision appartient à la région. Donc vous souhaitez que ça commence au plus vite possible? Au plus vite c'est, au mieux c'est, et surtout, notre insistance ira sur la maîtrise des travaux. Et quand je dis que je partage l'inquiétude des commerçants de la place du Miroir, force est de constater que les quelques expériences bruxelloises que nous avons, où il y a nécessité à intégrer différents facteurs comme un parking souterrain, comme la STIB, comme l'AUD pour la requalification de l'espace public, ne sont pas très enthousiasmants. Et donc on devra être à Gette particulièrement vigilant et particulièrement harcelant pour que les choses se passent comme nous le voulons. Alors le parking souterrain doit se faire concomitamment? Il doit se faire Le plus tôt concomitamment, possible aussi. le plus tôt possible et avant de poser les rails, c'est une évidence. Mais pendant ce temps-là, le commerce va souffrir. Pendant ce temps-là, le commerce va souffrir. C'est clair qu'un chantier ne se fait pas la nuit du samedi au dimanche et ça ne se fait pas en une fois.
Mais nous avons l'obligation, nous, et ça c'est notre responsabilité morale à nous et notre responsabilité politique, nous avons à être des aiguillons dans ce dossier qui fera que ce dossier avancera comme nous le voulons et au bénéfice du commerce, parce que dès lors que les travaux seront terminés, la place sera rénovée. Et une place rénovée sera, elle, bien plus porteuse pour le commerce qu'elle ne l'est encore, qu'elle ne l'est déjà aujourd'hui. Ouais, alors une autre question, on va la voir tout de suite, elle a aussi trait à ce tram neuf. Le tram neuf va tuer le marché de jet, le bourgmestre en a-t-il conscience? Le tram neuf ne va pas tuer le marché de jet. Quand on a fait les travaux autour de la gare du Midi, allaient tuer le marché de la gare du Midi. Le marché de la gare du Midi n'est pas mort. Le marché de la gare du Midi est le premier marché en région bruxelloise. Ceci dit, il y a une partie du marché qui est dans le tracé en fait. Il y a une partie du marché qui est dans le tracé et le marché sera redéployé. Donc il n'y aura pas moins d'échoppes. Il n'y aura pas moins d'échoppes, il est hors de question d'avoir moins d'échoppes. Alors pour vous, en fait, ce tram doit être terminé en 2018, cette ligne de tram. C'est une nécessité absolue. Donc pour ceux qui ne le savent pas, c'est entre Simonis en fait et l'UZ. Et donc tout doit être terminé en 2018 pour vous. Tout devrait être terminé en 2018, ça fait partie de nos exigences, clairement. Oui. Et le tram ne va pas jusqu'à l'UZ, il va plus loin que l'UZ, et ce n'est que la première phase de la ligne, puisque la ligne devrait aller jusqu'au Ezel après. Ouais. Alors on sent en tout cas qu'il n'y a pas un grand enthousiasme de la part d'une partie de la population par rapport à cela, parce que quand vous dites on va être l'aiguillon, est-ce que la commune vraiment a les moyens d'être aiguillon et a moyen de peser sur le déroulement d'un chantier? On fera tout pour, en tout cas. Il faut que la région prenne conscience qu'elle ne peut pas impunément faire des travaux dans une ou dans plusieurs communes, fussent-ils des travaux d'intérêt public, en ne menant pas les chantiers de manière professionnelle et de manière qui soit la moins perturbante possible, à la fois pour les commerçants et en même temps pour les riverains. Quel soutien prévu pour les commerces pendant les travaux? Plusieurs soutiens sont prévus. Nous avons une antenne Atrium sur Jet qui est occupée à se redéployer et probablement que l'antenne régionale viendra sur le territoire de la commune également. Nous aurons le soutien fiscal de la commune, est occupé à mettre en œuvre et à réfléchir à certains dispositifs fiscaux qui pourront soutenir les commerces qui probablement vont souffrir pendant les travaux. Alors une fois que le parking souterrain sera fait sous la place du Miroir, on supprime totalement la voiture, place du Miroir? Ce n'est pas prévu comme tel, donc les plans d'aménagement de la place du Miroir ne sont pas terminés, loin s'en faut. On est au balbutiement, donc le parking c'est fait, la ligne 9 c'est fait, mais l'aménagement de la place du Miroir est en réflexion. Elle est comment vais-je dire, ça pas en négociation, mais elle est en réflexion par rapport à toute une série d'acteurs, et notamment les commerçants. Et on ne va pas vers une place zéro voiture. Donc ça, c'est pas votre souhait? C'est pas mon souhait. Il faut que cette place ne ressemble pas à ce qu'elle est aujourd'hui, ça veut dire un gouffre à bagnole, mais il ne faut pas demain handicaper le commerce de proximité sur les petits achats, sur la personne qui s'arrête 5 minutes, sur les livraisons. Donc il faut essayer de trouver l'aménagement de l'espace public qui ne soit pas, qui soit porteur de sens, comme une place de la ville, mais qui ne soit pas quelque chose qui tue définitivement le commerce dans le coin. Alors une question maintenant de l'opposition jettoise, du PS de Jet, on l'écoute. Monsieur le bourgmestre, cher Hervé Doyen, bonjour. Je me posais une question par rapport aux nouveaux mécanismes de solidarité qu'il faudrait trouver sur le plan communal et auxquels je nous invite à réfléchir, notamment lorsqu'il y a des frais de garderie qui augmentent de 20 à 40% ou une diminution communale dans les frais de voyage scolaire. Mais peut-être y a-t-il un problème au niveau d'une majorité qui doit faire le grand écart systématiquement? Alors, frais de garderie qui augmentent, c'est exact. Diminution d'intervention dans les voyages scolaires, c'est exact aussi. Alors, il n'y a pas d'intervention dans les voyages scolaires, donc je ne vois pas très bien où M. Lefébure a été chercher ça, donc ça c'est une mauvaise information. Les voyages scolaires sont payés par les élèves. Voyage, des engagements de 70% dans le budget, de 140 000 € à 39 000 €. C'est une mauvaise lecture du budget. Voilà, donc M. Lefébure n'est pas conseiller communal et donc il a probablement très mal lu les budgets, donc c'est pas du tout ça. Les voyages scolaires ne sont pas payés par la commune, les voyages scolaires sont pris en charge par les participants. Et dans les donc écoles... il n'y a pas d'intervention communale dans les voyages scolaires? Non, jamais eu. Okay. Jamais. Voilà. Alors l'augmentation des frais Alors, de garderie. les frais de garderie ont augmenté comme tout, comme le pain, comme l'essence. Donc on ne sait pas faire. Je réinvite M. Lefébure à penser à un autre grand écart. C'est une opposition qui dit qu'il faut à la fois diminuer les impôts et qu'il faut diminuer tous les frais en augmentant les services. Ce n'est pas possible. Ouais, en attendant, ça frappe tout le monde et spécifiquement les... Alors, est-ce qu'il n'y avait pas moyen de trouver un mécanisme qui... Il y a des mécanismes. Les mécanismes sont là. Les frais de garderie, ce sont des frais qui, quand on les paye à prix plein, couvrent à peine un quart
du prix de revient, du prix exact. Donc, je rappelle que la solidarité communale, quand elle paye une gardienne de garderie, paye 3/4, je veux dire, sur fond de la solidarité communale, participation des parents, 1/4. Deuxième garde-fou, il y a des tarifs sociaux, il y a des tarifs réduits, il y a même des tarifs 0 €. Voilà, donc quand les parents sont véritablement en difficulté financière, tous les mécanismes de garde-fous sociaux sont présents en manière telle que tout le monde puisse avoir accès aux garderies communales. Alors un autre étonnement du PS de Jette, c'est l'augmentation du poste fourniture jouets en fait dans le budget de 9 000 à 50 000 €, une augmentation de 555%. L'augmentation de La dotation jouets ou prix pour les écoles dans le budget en fait. Donc ça, ça devrait être une bonne surprise pour tout le monde. Parce que qu'est-ce que nous avons? Nous De avons 9 000 à 50 000 €, est-ce que ça doit coûter aussi cher? Alors, s'il s'agit de l'ensemble des mécanismes, je n'ai pas le budget sous les yeux, et dans le budget, il y a des centaines et des centaines d'articles, si ma mémoire est bonne, nous avons plus de crèches et des demandes de la part des crèches d'une part et de la part des écoles maternelles d'autre part, en manière telle que nous avons essayé d'honorer toutes ces demandes. Il ne s'agit pas de jouer, comme pourrait peut-être la penser l'opposition ou le bourgmestre, déguisé en Saint-Nicolas, se promène dans les écoles pour dire « voici ce que je vous donne ». Il s'agit probablement, pour l'essentiel, de matériel pédagogique à destination des écoles et des garderies. Ouais. Alors, le PS a parlé de grand écart qu'il faut faire parfois entre le MR et le CDH, puisque c'est la première fois en fait que vous êtes sans le PS dans la majorité depuis longtemps. Est-ce que vous devez faire ce grand écart entre une volonté d'un MR et une volonté d'un CDH à certains moments par rapport à certaines politiques sociales, par exemple? C'est mal connaître le mécanisme d'une majorité, que ce soit à Jette, que ce soit ailleurs. Le mécanisme d'une majorité, c'est un mécanisme par lequel on s'est mis d'accord sur une note de politique générale. Il y a des débats. Il y a des débats avec le MR, avec nos partenaires écolos, avec nos partenaires Bloom, à l'intérieur même de la liste du bourgmestre, comme il y en avait du temps où on était avec le PS, et comme j'imagine, il y a des débats dans toutes les majorités. Voilà. Moi, je n'ai pas l'impression que le CDH doit faire des grands écarts avec le MR, on n'en est pas là. Quand on est au niveau communal, je rappelle que les gens ne viennent pas avec une plus-value idéologique ou dogmatique ajoutée dans les débats, on est plutôt dans un pragmatisme de gestion. Alors une autre question politique, hein, elle est aussi posée par l'opposition, mais l'opposition des libéraux en fait. Monsieur le bourgmestre, j'avais une petite question à vous poser, une tactique politique. Vous aviez toujours dit que si Hermanus quittait ou n'était plus dans le jeu au niveau du PS, que votre alliance avec le PS était tout à fait possible. Alors la question étant maintenant que M. Méry-Hermanus n'est plus dans le jeu puisqu'il est pratiquement retiré de la politique, est-ce que vous envisagez de vous remettre avec le PS dans un avenir proche ou plus lointain en 2018 ? Dans un avenir proche, ça me semble peu probable. On est en 2012, donc on a signé une majorité jusqu'en 2018. À ce stade, la question ne se pose pas. Ouais, parce que vous aviez eu des mots très durs sur le PS lors de la campagne électorale, quand vous avez dit il n'y a pas de Vlaams Belang à Jette, mais il y a le PS jettois et c'est encore pire. Cette page d'histoire-là, elle est terminée aujourd'hui ? Cette page d'histoire-là, elle est terminée. C'est une page qui a fait couler beaucoup d'encre inutilement. C'est une page qui a fait souffrir beaucoup de gens. C'est une page liée à la donc à Méry-Hermanus, en fait. À la présence de Méry-Hermanus. À la présence de la famille Hermanus, oui. Et donc maintenant, les relations avec le PS de Jette, comme le dit M. d'Allemagne, sont en voie de normalisation ? On est en voie de normalisation dans le sens où j'entends qu'on ait des relations entre hommes politiques, qui soient de la minorité, de la majorité, qui soient normales, qui portent sur des débats, qui portent sur des convictions, qui portent sur des points de gestion et qui ne portent pas sur les personnes comme M. Hermanus passait sa vie à le faire. Et donc idéologiquement, vous êtes plus proche aujourd'hui d'un PS que d'un MR ? Idéologiquement, à titre personnel, c'est un secret pour personne, je suis un démocrate chrétien, je suis tendance plutôt centre-gauche du CDH. Mais voilà, c'est ma posture politique à moi. Ce n'est pas la posture de tous mes colistiers. Voilà, ces questions-là, elles se posent, je dis, ce sont des questions très rhétoriques. Oui, sauf qu'en 2018, Elle se posera, mais moi j'observe que beaucoup de majorités en région bruxelloise combinent à la fois le PS et le MR. Ça n'a pas l'air de gêner le PS quand il est en majorité avec le MR, donc je ne vois pas très bien en quoi le PS local trouverait anormal par définition que le CDH soit avec le MR.
Et qu'est-ce qui a changé maintenant que vous êtes avec l'EMR dans la politique locale gétoise et dans la manière de faire de la politique à Gênes par rapport à avant? Mais par rapport à la législature 2006-2012, j'ai retrouvé, comme nous tous d'ailleurs, on a retrouvé une sérénité qui fait que nous pouvons travailler, je veux dire, sereinement. Voilà, on a une opposition constructive au conseil communal, elle fait son boulot, nous avons une majorité, elle fait le sien, nous avons des débats normaux et, je veux dire, une culture de la démocratie en marche qui fonctionne, normale. C'est tout ce qu'on demande, nous. Alors une autre question maintenant, elle a trait aux écoles. Vous allez la découvrir tout de suite. Il manque d'écoles secondaires dans le nord de Bruxelles. La commune a-t-elle des projets en la matière? C'est vrai que c'est une petite catastrophe au niveau quand il faut inscrire ses enfants en école secondaire. Les écoles sont très vite pleines. Il y a urgence en fait ici dans la zone. Alors, en région bruxelloise, peu de communes ont des écoles secondaires. Je rappelle, il n'y a que la ville de Bruxelles de mémoire, et Terbeek en a une, Schaerbeek l'une ou l'autre, mais peu de communes ont historiquement des écoles secondaires. Donc Gênes n'a pas d'école secondaire, et je dois dire à la vérité, de dire deux choses. La première, c'est que nous n'avons pas les moyens d'ouvrir une école secondaire, clairement, ni infrastructurel, enfin je veux dire en termes d'investissement, ni en termes de budget de fonctionnement. Nous n'avons pas les moyens de le faire, nous n'avons pas la tradition, nous n'avons pas l'expérience, nous n'avons pas le know-how. Et je rappelle, c'est aussi quelque chose qui me semble important être rappelé, c'est que le projet politique de l'enseignement est d'abord une priorité des communautés. Oui. En attendant, qu'est-ce qu'on fait? Parce que bon, vous êtes, j'imagine, souvent interpellé par des parents qui disent on ne trouve pas de place pour notre enfant dans la zone. Qu'est-ce qu'on fait? Il y a urgence. Il y a urgence pour le fédéral, pour la région, pour les communautés, de mettre ensemble l'ensemble des moyens qu'ils ont pour rencontrer cette problématique-là. Voilà, mais ce n'est pas la commune qui le fera. La commune, elle a un réseau d'enseignement primaire. Elle est le réseau de la commune est le deuxième le plus développé de la région bruxelloise par tête d'habitant, j'aime à le rappeler. Nous avons agrandi des écoles, nous avons une école dont le chantier va commencer incessamment, et donc on avance. Voilà, la commune aura apporté sa petite pierre à l'édifice. C'est une pierre importante, on a des classes supplémentaires, on a encore rencontré le ministre Van Engel la semaine dernière parce qu'on fera la même opération du côté néerlandophone. Et donc il y a beaucoup de choses qui se font, mais voilà, plus que ça on ne saura pas faire au niveau communal. Très bien, alors une autre question, à la mobilité, on en parle beaucoup puisque là ça parle cette fois-ci de l'élargissement du ring, où en est le dossier de l'élargissement du ring, on n'en entend plus parler depuis des mois. Vous avez des infos fraîches, vous, Hervé Doyen? Alors, est-ce que j'ai des infos fraîches? Fraîches, non. Mais j'ai interrogé la ministre Uttebroek pas plus tard qu'il y a 2 semaines, en commission de l'environnement au Parlement. La réponse de la ministre m'a rassuré. Ça veut dire qu'elle a réaffirmé la position du gouvernement bruxellois opposé à l'élargissement du ring au-dessus de Bruxelles et singulièrement en mordant à la fois sur le bois de l'Arbeek et donc par essence sur la région bruxelloise et sur la commune de Gênes. Nous, ceux qui ont bien lu le journal communal, auront lu qu'il y a une opération menée par la commune et par le collège pour rappeler au bon souvenir de tout le monde, y compris au bon souvenir des Gétoises et des Gétois, qu'il y a urgence à s'opposer à ce projet de la région flamande. Voilà les nouvelles les plus fraîches que j'ai en la question. Et donc la mobilisation, c'est quoi? C'est toujours des balades, des pétitions, exactement, etc. La mobilisation, c'est ça, et c'est la mobilisation en fait politique aussi, à savoir l'expression du bourgmestre qui est par ailleurs député, vous l'avez rappelé, au Parlement de la région de Bruxelles-Capitale. Et donc, vous pensez aujourd'hui que ce projet a encore des chances de se réaliser ou pas? Je pense qu'il faut être vigilant. Il faut être très vigilant. La région bruxelloise doit suivre ça avec une assiduité tout à fait particulière, et nous devons nous rappeler que rien n'est jamais gagné d'avance. On devra se souvenir de ce qu'on a appelé l'arrêt de Rogenbos, ça veut dire l'arrêt qui un jour a valu à la Flandre de se rappeler que quand on installe des choses à proximité d'une autre région, on ne fait pas tout et n'importe quoi impunément. Très bien, alors on passe à un autre dossier, c'est celui de la propreté, avec cette question que vous allez découvrir. Dans un des derniers Jet Info, vous avez rappelé toutes les consignes de propreté à respecter. À quand les sanctions? On fait trop de prévention et pas assez de sanctions? On fait beaucoup de répression,
La police organise régulièrement ce que nous appelons des opérations bonus. Ce sont des opérations où la commune est participante, ça veut dire que ce sont des opérations qui se font essentiellement en soirée et de nuit et portant essentiellement sur les dépôts clandestins. Mais n'importe quel Gétois ou Gétoise raisonnable comprendra que moi, je ne sais pas mettre un agent sanctionnateur derrière chaque arbre de la commune pour chasser les contrevenants. Donc la répression, elle est là. Aujourd'hui, quand un policier, quand un agent sanctionnateur de la commune tombe sur un flagrant délit de dépôt clandestin, tombe sur un flagrant délit de canettes jetées par une fenêtre de voiture, ces gens sont sanctionnés par des sanctions administratives. Mais nous devons continuer à faire de la prévention. C'est un secret pour personne. Les gens qui font des dépôts clandestins ne le font pas au moment où il y a une voiture de police qui passe et ils n'attendent pas que la voiture soit bien là pour le faire. Ils font ça en cachette, par définition, la nuit, les week-ends. Donc on doit déployer un certain nombre de mécanismes pour essayer de tomber dessus, mais on est assez limité dans ces moyens-là, donc on fait aussi le pari de la prévention. Alors, une des personnes nous signalait qu'il y avait particulièrement des problèmes dans le quartier Belgica. Est-ce que vous confirmez en matière de propreté, c'est un point noir ? Que le quartier Belgica et l'avenue Carton-Vuillard, qui est une avenue régionale où la propreté est une compétence régionale, c'est un autre débat, est un point noir sur la commune. C'est un des quartiers les plus denses du territoire communal. La personne doit être rassurée, elle doit savoir que j'habite ce quartier, donc j'habite rue Van der Borch, c'est le quartier le plus au sud de la région de Bruxelles, de la commune, pardon, et c'est un point noir. Quartier Belgica, on a aussi la rue qui longe le chemin de fer où énormément de nafteurs viennent déposer des détritus en les sortant de leur coffre de voiture le matin. Cette zone-là est appelée à changer et à devenir une zone réglementée, zone bleue. Ça devrait probablement, un peu limiter le nombre de voitures ventouses et tout le phénomène désagréable qui sont liés à ce genre de choses. Très bien. Alors, dernière question, elle vous est posée par un conseiller communal SPA de Jette. Je voudrais te poser une question sur la problématique du chômage des jeunes à Jette. Tu sais qu'un jeune sur trois n'a pas de boulot sur Jette. C'est une catastrophe quand on voit les chiffres. Effectivement, au niveau de la moyenne régionale, il y a 18%. Mais quand on voit le chômage des jeunes à Jette, c'est une vraie catastrophe. Donc, je voudrais savoir, toi qui es bourgmestre de notre commune, comment vas-tu faire pour essayer de sortir ces jeunes de cette problématique-là, en sachant effectivement que l'emploi a été pendant 10 ans et est toujours dans vos mains ici à la région et a été pendant des années Joël Milquet, ministre de l'Emploi, alors que le taux de chômage est une vraie catastrophe. Dis-moi un peu ce que toi tu vas faire pour les Jettois. Alors, taux de chômage, vraie catastrophe. Il y a des poches de pauvreté, en fait. À Jette, on a l'impression que l'indice socio-économique est correct, etc. Mais il y a des poches de pauvreté qu'on n'arrive pas à résorber. Alors Jette est une commune qui est, sur tous ces indicateurs-là, une commune en dessous des indicateurs régionaux. Il n'y a pas de raison de s'en réjouir particulièrement parce qu'un chômeur, et singulièrement un jeune chômeur, c'est toujours un chômeur de trop. La problématique du chômage des jeunes sur la commune de Jette, comme sur toutes les autres communes bruxelloises, est une problématique qui habite nos préoccupations du matin au soir et du lundi au dimanche. Donc elle doit habiter les préoccupations de tous les hommes politiques de quelque formation qu'ils soient. Les leviers communaux sont peu nombreux. Hein. Les leviers communaux sont clairement peu nombreux. Voilà. Il y a juste que la commune comme employeur, mais employeur modeste, nous employons 500 fonctionnaires et ouvriers, peut faire des choix discriminants positifs, on va dire comme ça, en privilégiant à statut égal ou à compétence égale des gens plutôt issus de la commune plutôt que d'autres. Ça, c'est quelque chose que vous pouvez faire, ça, cette préférence locale parce que on est à la marge de la légalité. On ne peut pas, mais à compétence égale, quand il y a un Jettois retenu parmi les 3-4, on va privilégier le Jettois. Donc je ne suis pas gêné pour le dire, on va plutôt privilégier le Bruxellois dans un deuxième temps. Et puis voilà, mais c'est un petit levier. En effet, les leviers sont essentiellement régionaux et fédéraux. Pour autant, la puissance publique ne saura pas tout faire. On est dans un régime de marché économique. Donc la puissance publique doit faire un certain nombre de choses. Mais j'aime à rappeler que le destin des individus, fussent-ils jeunes, leur appartient aussi. Mon fils a 25 ans, mon fils est un jeune bruxellois.
Mon fils n'a juste fait ses humanités parce qu'il n'était pas... voilà. Il se bat aussi chaque jour pour avoir un emploi. Ça fait 5 ans qu'il a eu 2-3 emplois. Ça fait 5 ans qu'il en trouve et il se bat pour l'avoir, cet emploi-là. Je ne dis pas que tous les jeunes ne se battent pas pour en avoir, mais il faut qu'ils se rendent compte que l'indice de formation est quelque chose d'important. J'en parlais avec le ministre Serex, qui est l'ancien ministre de l'Emploi, qui me disait que le centre de référence, par exemple, du secteur de la construction, a ces listes d'attente qui sont loin d'être complètes. Donc il y a là des demandes d'emploi qui ne sont pas honorées par les jeunes de la région bruxelloise, en même temps que quand vous allez sur un chantier en région bruxelloise, vous y trouvez très peu de Bruxellois. Ouais, effectivement. Alors, il y a une autre question que Fouad Aïbar voulait poser, mais je ne l'ai pas retenue, mais je vais vous la poser. Et c'est un tout autre domaine. Il demandait une parcelle multiconfessionnelle dans le cimetière de Jette pour pouvoir y enterrer des personnes de confession musulmane. Est-ce que c'est dans les projets? Donc, c'est en cours. Donc, ça a été voté par le conseil communal précédent, je rappelle ça. Et donc, à l'instar de ce qui s'est fait à Anderlecht, nous avons fait le choix pour les gens de confession, je veux dire, non catholique, parce qu'il y a aussi les orthodoxes, il y a aussi les personnes de confession juive et les personnes de confession musulmane. Nous avons fait le choix d'avoir une parcelle multiconfessionnelle sur le cimetière de Jette. Elle est en cours d'élaboration et donc Fouad a toute raison d'être rassuré par rapport à ça. Et donc elle ouvrira elle ouvrira dans les mois, dans l'année, on va dire, qui vient. Maintenant, ce qui va ouvrir incessamment sous peu, c'est le nouveau bâtiment du cimetière, qui était le premier projet, parce que vous savez que l'ancien bâtiment du cimetière était vraiment dans un état relativement lamentable. Donc on a un tout nouveau bâtiment pour les ouvriers et pour accueillir les familles des défunts, qui est vraiment spectaculaire. C'est un bâtiment passif. Très bien, merci pour ces informations. Hervé Doyen, c'est la dernière balade de cette saison, puisque le tram va rentrer au dépôt pour quelques semaines. Il va passer l'été dans le dépôt du musée du tram. Et nous, on se retrouvera avec beaucoup de plaisir à partir du mois de septembre. D'ici là, portez-vous bien.